bonjour à tous. On est actuellement donc connecté à 3 personnes pour la rencontre IRL à Sant'Expo. 2 invités donc pour la session, et là je remercie bien sûr les organisateurs de Sant'Expo de nous avoir encore invités en tant que Club Digital Santé. Le thème aujourd'hui est la gamification à l'hôpital. Et pour, disons, développer ce thème, j'ai 2 invités. Donc, d'une part, Nolwenn Fèvre, qui est la présidente et fondatrice de l'association Les Petits Doudous. Les Petits Doudous. Donc, Petit Doudou, donc, il faudra nous expliquer exactement, même si on connaît, ou on a connu dans notre ancienne vie, un peu plus jeune, Les Petits Doudous. Et puis, Nolwenn nous présentera aussi un projet qui est très intéressant et qui rentre dans le thème de la gamification, hein, Le héros, c'est toi. Et comme deuxième invité, j'ai Nicolas Chetel, qui est cofondateur et président d'HypnoVR, où là, on rentre un petit peu dans toute la gamification, mais dans la réalité virtuelle, et qui travaille surtout sur la gestion de la douleur et du stress. Donc, je vous remercie à tous les deux donc, de participer à cette IRL, comme on appelle nous IRL au niveau du club digital. Et je vais laisser la parole à Nolwenn, qui va nous présenter donc son association et justement aussi Le héros, c'est toi. Je te laisse la parole, Nolwenn. Oui, bonjour à tous, puis merci de cette invitation et puis de ce temps d'échange ensemble. Voilà, c'est très intéressant. On œuvre tous pour améliorer la prise en charge des patients et le vécu à l'hôpital. Donc voilà, moi je suis présidente de l'association Les Petits Doudous, hein, je suis infirmière anesthésiste et l'objectif c'était d'essayer d'améliorer le parcours de l'enfant au bloc opératoire, de remettre le jeu aussi au centre de leur vie, qui est leur quotidien, et d'essayer de gamifier le parcours opératoire pour mieux les accompagner. Donc ça a vraiment été notre démarche. Donc on a créé une première association à Rennes et puis avec tout un processus pour engager les soignants, hein, ça fait partie de la prise en charge. C'est comment les soignants peuvent être acteurs aussi de l'amélioration de la vie des enfants à l'hôpital. Et donc avec un modèle d'association qui s'est multiplié aujourd'hui. Il y a 88 antennes en France métropolitaine et outre-mer, donc avec tous volontaires pour améliorer la prise en charge. Donc, on a créé en 2014 maintenant un serious game qui s'appelle Le héros, c'est toi, que je vais vous présenter et vous expliquer toute la démarche qu'on a mis en place pour pouvoir mettre ce jeu en place. Donc, je vais vous partager mon écran maintenant. Voilà. Très bien. Donc voilà les petits doudous. Et puis, voilà, pourquoi déjà la réalisation de ce jeu, c'était vraiment de rendre l'enfant acteur du parcours et d'essayer par le jeu de détourner son attention de choses qui pouvaient être stressantes, angoissantes pour lui, mais au contraire d'utiliser le jeu pour lui expliquer et rendre ce parcours beaucoup plus adapté, et de détourner aussi des actions qui peuvent être aussi simples que la prise de tension, mais qui deviennent un jeu grâce à l'outil numérique, et donc c'est cette application sur tablette. Donc l'idée, c'était depuis la chambre jusque la sortie de salle de réveil, de réfléchir avec des soignants, avec des spécialistes aussi, à la manière dont le jeu et la gamification pouvaient nous aider à rendre les soins beaucoup plus confortables pour l'enfant. Donc, on a aussi fait des études, évidemment, pour valider ce concept et placer des émoticônes que l'enfant devait valider pour essayer de comprendre dans quel état il était et si ce jeu avait un réel impact sur l'anxiété de l'enfant. Donc, il y a eu toute une démarche et à l'hôpital, il y a beaucoup de monde. Et ça a été aussi l'occasion d'inclure dans ce jeu les chirurgiens, les anesthésistes, le personnel qui entoure l'enfant, pour être aussi là dans le jeu, mais comme dans la vraie vie, pour lui expliquer, l'accompagner. Et ça donne aussi un rôle différent au chirurgien qui devient le héros d'un jeu vidéo. Mais ça a permis aussi de créer un terrain favorable pour que tout le monde soit associé à cet accompagnement qui était un petit peu différent, évidemment. Toutes les étapes du parcours ont été réfléchies et ça nous a permis de faire un travail très intéressant avec les équipes, de connaître aussi les difficultés des différents soignants. Parfois, on est au bloc opératoire, on n'a pas notion que les infirmières dans le service ont du mal à prendre l'attention d'un enfant avec un Dynamat qui serre le bras assez fort. Et finalement, c'était une de leurs premières problématiques.
Donc, on a détourné, on a gamifié la prise de tension par gonfler un ballon sur la tablette. C'est la deuxième vignette que vous pouvez voir. Donc, plus le brassard serre sur le bras, plus l'enfant tape sur la tablette pour gonfler ce ballon. C'est aussi des techniques hypnotiques de dissociation. Hein, on s'occupe d'un bras, toi tu vas t'occuper de l'autre bras et avoir une action, donc être dans l'action. Et puis, donc tout ce parcours a été réfléchi. Ensuite, il y a un parcours d'affiches dans les couloirs, et que ce soit à Rennes ou ailleurs, il y a toujours une chambre, un couloir et un bloc opératoire. Et donc, il suffit d'espacer des affiches dans un ordre déterminé pour que l'enfant aille à la recherche de ces affiches et se projette dans le parcours pour avancer vers le bloc opératoire. Les parents sont associés aussi et ils doivent se prendre en photo. Il y a une photo qui est cachée dans un coffre à trésors qui va accompagner l'enfant tout le long de son parcours, même quand ses parents ne seront plus avec lui. Donc, il peut les retrouver à tous les moments s'il en a besoin. Et puis, ça va jusque la période de l'anesthésie, hein, de l'entrée dans la salle d'opération, mais aussi jusque l'anesthésie proprement dit, c'est-à-dire de respirer dans un masque où ça devient un jeu. C'est-à-dire que là, vous voyez la dernière image, c'est fais comme ton doudou, mets ton masque à oxygène sur la bouche et respire fort pour essayer de faire plus de 25. Donc ça paraît un petit peu mystérieux, mais nous, on sait que quand l'enfant va respirer sur l'écran du respirateur, il va y avoir la capnographie qui va nous donner des courbes. Et on suggère à l'enfant d'essayer d'atteindre plus de 25 points et donc de gamifier ces courbes dont on a besoin en anesthésie pour faire correctement notre métier, bien évidemment, et de laisser l'enfant le faire. Et ça permet complètement de dédramatiser ce moment et de le rendre complètement acteur de son anesthésie. Donc ça a vraiment été un moment très, très important pour nous et de changer notre manière de travailler également. Donc cette évaluation numérique pour nous était très, très importante. On a aussi travaillé avec des psychologues de la fac de psycho de Rennes sur des notions qu'on n'avait pas spécialement en anesthésie, une notion de flow qui est quelque chose de très connu dans les jeux vidéo, c'est-à-dire le niveau d'immersion dans le jeu vidéo. Hein. On voit bien parfois tous les parents disent quand on joue à des jeux, on pourrait leur couper un bras et ils ne réagiraient pas. Voilà, ces notions-là sont très importantes pour nous et peuvent aussi nous aider à passer des caps, la séparation avec les parents. Il faut un niveau de flow très important pour l'enfant. Et donc, toutes ces étapes-là, on les a étudiées, évaluées, et on s'est rendu compte que les enfants qui avaient ce jeu vidéo étaient beaucoup moins stressés que les autres et que cette courbe d'une étude américaine de Zifken qui montrait un accroissement de l'anxiété sur le parcours opératoire avec un maximum à la pose du masque d'anesthésie, on s'est rendu compte qu'avec le jeu vidéo, la courbe était quasi plate, qu'il n'y avait pas d'augmentation de l'anxiété et que nos émoticônes pouvaient aussi nous donner une valeur assez proche des scores d'anxiété que l'on connaît, qui est le score de MyPass principalement qu'on utilise en pédiatrie. Et donc, on a réussi à montrer que ce jeu, donc de gamifier le parcours opératoire, avait un intérêt dans la prise en charge de l'enfant. Et c'est comme ça que ce jeu, le héros c'est toi, est devenu une prescription médicale. Hein, on a comparé des enfants qui avaient une prémédication et des enfants qui avaient eu le jeu. Déjà, on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus réceptifs à ce qu'on leur expliquait, que c'était beaucoup plus facile pour eux de participer, et puis qu'ils avaient eu moins de médicaments et qu'ils sortaient plus vite aussi de l'hôpital, voire qu'ils pouvaient venir à pied, et aujourd'hui ils viennent même en voiture électrique, hein, on le voit un petit peu partout, et c'est très bien. Et ça les rend encore plus acteurs de l'anesthésie, et ça devient finalement une aventure plus qu'un traumatisme, et ce qui était tout à fait notre objectif, et de le faire participer, qu'on soit une équipe, et qu'il fasse partie intégrante de cette équipe, et qu'on soit autour de lui, et pas à lui faire des choses finalement. Donc ça a été un travail de recherche aussi très intéressant et très important pour arriver à en faire une prescription médicale. Donc là, comment ça se passe dans les faits, hein, c'est que l'enfant arrive avec sa tablette, et puis c'est un élément, un lien en fait entre les équipes aussi, hein, c'est que toute la tablette passe sur ce parcours. Et puis voilà, un enfant qui s'endort au bloc opératoire. Moi, il y a même un petit garçon un jour qui m'a dit, mais toi tu fais rien et moi je respire. Voilà, je vais travailler quand tu vas t'endormir et on va te soigner parce que tu es venu pour te faire opérer. Mais voilà, en attendant, on te laisse faire. Et là, la petite fille qui est sur cette photo a fait 34 points sur la capno, je vois sur l'écran, et a largement dépassé les 25 points. Et ça devient évidemment beaucoup plus facile pour nous, soignants, aussi de travailler dans ces conditions-là et de jouer avec les enfants plutôt que de les entendre pleurer. Donc aujourd'hui, ce réseau de doudous et de soignants engagés, vous voyez, c'est du monde un petit peu partout.
Donc ça fait 1500 soignants engagés sur le terrain et plus de 100 000 enfants accompagnés par différentes méthodes qu'on a développées dans les petits doudous. Évidemment, c'est important puisque ça permet de prouver aussi que c'est l'avenir, je pense, de travailler autrement et que toute cette gamification permet d'améliorer vraiment la prise en charge des enfants, de diminuer leur séjour et donc de diminuer les troubles du comportement post-opératoire qui peuvent être décrits lors d'une intervention chirurgicale. Moi, j'ai eu un enfant il n'y a pas très longtemps qui, en sortant du bloc opératoire, a demandé à ses parents s'il avait le droit de revenir. Je me dis que quand même, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Et oui, c'est un passage obligé, l'hôpital, mais parfois, ça devrait aussi être une expérience positive d'en retirer. Ils repartent toujours très forts, ces enfants. Et donc, finalement, de montrer que de gamifier un moment qui peut être compliqué, ça permet de recentrer les enfants aussi au centre du parcours par aussi ces effets-là d'atteindre un petit peu les adultes, hein, puisque on travaille aussi dans des blocs enfants, mais pas que, et de participer aussi à changer la manière de travailler pour les soignants et d'améliorer le confort de tous. Voilà pour notre application Le Héros, c'est toi. Ouais, merci Nolwenn, très très intéressant. Ouais. Et alors petite question là, donc c'est toi-même maintenant proposé dans pas mal de structures hospitalières, ce que j'ai vu, hein, et ça s'est diffusé rapidement. Oui, en fait, En combien de temps? Entre le moment où le projet a été construit par vos soins et après par la suite, ça a diffusé comment? C'est ça qui est en fait, intéressant. oui, en fait, en 2014, donc il n'y avait qu'une association et ce jeu-là, on l'avait développé pour un établissement sans vraiment penser que ça allait se multiplier. Et moi, j'ai présenté les résultats de l'étude sur l'anxiété à l'ASFAR Hmm. en 2014, en septembre 2014. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu des soignants qui m'ont interpellée en disant, mais nous, on veut l'utiliser, ce jeu, comment on peut faire? Et c'est avec eux, avec des gens qui nous ont sollicités, qu'on a réfléchi à multiplier le modèle des petits doudous. Donc, il se trouve que, bon, voilà, il faut une équipe de soignants un petit peu engagée, mais il n'y a pas besoin d'être 10 non plus, hein. Créer une association, c'est 3 personnes. Et puis, on a tout un modèle économique parce que ça s'appelle des petits doudous, c'est que notre objectif, c'est aussi de récompenser l'enfant et de lui offrir un doudou à la fin du parcours hospitalier. Et on a trouvé un modèle économique en recyclant des déchets, hein. Donc là, on parle de la gamification, mais être éco-responsable, ça fait pleinement partie du projet. Et donc, on recycle des fils de bistouri, des lames d'intubation, de l'aluminium, des métaux qui sont jetés à l'hôpital et qui sont très coûteux aussi en élimination pour les établissements de santé. Et donc, tout ce modèle-là permet de dynamiser des équipes sur le terrain. Et puis après, on sait que de mettre un serious game en place, c'est pas si simple. Mais quand ces équipes sont motivées, qu'on se rend compte qu'on peut faire des choses assez simplement à l'hôpital, eh ben, le terrain est favorable pour pouvoir mettre en place ce serious game qui nécessite de l'accompagnement du personnel, évidemment. Et l'objectif, ce n'est pas du tout de mettre les enfants derrière une tablette et un écran, c'était d'utiliser l'écran comme vecteur pour faire passer des messages et de créer encore plus de relations entre les soignants et les patients. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est multiplié. Et puis, 2014, ça a commencé 2, 3. Et vous voyez, en 2020, il y a eu 20 associations créées pour arriver aujourd'hui à 88. Donc, ça va très, très vite. Et c'est une bonne chose parce que voilà, c'est beaucoup plus facile de jouer avec des enfants que de les obliger à faire et de les entendre pleurer. C'est insupportable. Donc, Ouais, tout à voilà fait. comment ça s'est passé. C'est vrai, ça c'est toujours été, ouais, c'est plus difficile, hein, le Mm. contact enfant qu'adulte, je suis tout à fait d'accord. Bah, Mm. merci Nolwenn, très très intéressant. Donc je vais laisser la parole là à Nicolas Chetel, donc pour HypnoVR. Donc Nicolas, pareil, je te laisse présenter. Euh, Super. Tu as la Bah, main. merci, merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour à toutes et à tous. En fait, je pense que la transition, elle est vraiment facile parce que d'abord, on a eu l'occasion avec HypnoVR de travailler avec certaines antennes des petits doudous pour le déploiement d'HypnoVR dans certains hôpitaux où on est présent en commun. Et puis ensuite, je pense que la transition est bonne parce qu'on partage tout à fait un certain nombre de valeurs qui est notamment sur l'amélioration du parcours patient, du confort des patients. Et puis le fait, effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Nolwenn sur le fait que parfois l'hôpital est un passage obligé, mais il peut être aussi une expérience agréable. Alors sur la partie gamification, c'est sûr que chez HypnoVR,
on a une approche qui est pour le coup complémentaire de celle qui a été mise en place par Nolwenn et puis les petits doudous, puisque nous, on utilise une technologie qui vient d'abord du monde du gaming, mais qui n'est pas présente sur les tablettes, qui vient véritablement de la réalité virtuelle. Donc, on a, je pense, tous en tête des jeux de réalité virtuelle. La technologie de réalité virtuelle, c'est une technologie qui est présente maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Elle a commencé véritablement à se démocratiser depuis 5 ans, et puis progressivement, elle est passée du monde du gaming au monde je dirais de l'entreprise, d'abord par le jeu. Nolwenn, tu évoquais le serious gaming, c'est par ce biais-là que ça s'est fait. Et puis, il y a maintenant presque 5 ans, 2 anesthésistes qui sont mes associés dans l'aventure HypnoVR et mes amis, donc le docteur Graff et le docteur Chauvin, se sont tous les deux dit, tiens, nous, c'est quand même extraordinaire. Ça fait près de 10 ans qu'on fait de l'hypnose médicale au bloc opératoire pour soulager la douleur et l'anxiété des patients avant, pendant et après des interventions. Et c'est quand même extrêmement frustrant parce que, bien que les bénéfices soient démontrés par de nombreuses études cliniques, en fait, on n'arrive pas à en faire autant que ce qu'on aimerait. Et pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que déjà pour faire de l'hypnose médicale, il faut être formé, d'une part, et ça c'est du temps et de l'argent, au-delà de la motivation, bien sûr, qui est le premier élément. Et puis le deuxième élément qui freinait le développement de cette pratique, c'est une fois que je suis formé, il faut que je sois disponible. Et souvent, quand je m'occupe de patients, je ne m'occupe pas d'un seul patient, mais de 2, voire de 3. Quand je fais une séance d'hypnose, il faut que je me focalise exclusivement sur un patient. Donc, l'idée était assez simple, était de dire, tiens, est-ce que à partir du moment où l'hypnose médicale est une technique bien encadrée, est-ce qu'on n'arriverait pas à créer un logiciel qui s'appuierait sur ces techniques-là? Et puis, quelle technologie pourrait aider à emmener les patients dans ce monde de confort et de sécurité caractéristique de l'hypnose? La réalité virtuelle s'est imposée, non pas parce que c'était une technologie cool dans l'air du temps, mais bien parce qu'elle répondait à un besoin. Donc, comment ça fonctionne très concrètement? Aujourd'hui, les équipes de soins, elles utilisent des casques de réalité virtuelle comme celui-ci. Donc, c'est des casques autonomes qui sont extrêmement simples d'utilisation. Il n'y a pas besoin que ce soit connecté à un ordinateur, etc. C'est mobile aussi, donc ça peut accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins. J'allume le casque, le logiciel se lance. En à peu près 1 minute, je suis prêt à démarrer mes séances d'hypnose. Alors, ce qui est important, c'est, encore une fois, on est dans le domaine du logiciel, exactement comme dans un jeu, on scénarise l'expérience. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez des jeux dont vous êtes les héros, ou des livres dont vous êtes le héros. Dans une séance d'hypnose, ça va être exactement la même chose. Vous allez partir dans ce qui est votre monde de confort et de sécurité. Donc, vous allez pouvoir choisir des expériences visuelles, vous allez pouvoir choisir des expériences musicales, et vous allez pouvoir être accompagné par des voix masculines et féminines à votre choix. Derrière, ce qui est important, c'est que l'expérience soit également adaptée au geste ou à la procédure qui a besoin d'être faite. Donc, le praticien va pouvoir, lui, choisir un texte de suggestion qui correspond au geste qu'il va faire, et puis va surtout pouvoir choisir une durée de séance qui va véritablement s'adapter au geste ou à la procédure en question. Une fois que j'ai choisi ça, 30 secondes, ça démarre. Et alors, je vais essayer, attention, on va pousser la technologie pour vous montrer une petite vidéo de ce que ça donne. Hop, voilà. Donc, vous voyez, on est totalement dans l'univers du jeu vidéo. Donc là, typiquement, j'ai choisi d'aller faire une balade au bord de la plage. Je peux aller dans un univers de sous-bois autour d'un lac. Je peux aller dans des univers de plongée sous-marine, de voyage dans l'espace ou de paysages enneigés. Tous ces univers, ils sont conçus véritablement avec un seul but en tête,
mettre le patient et le garder dans sa bulle de confort et de sécurité, qui permet du coup de l'éloigner de la sensation de douleur et de stress du geste en question ou de la procédure qu'il est en train de subir. Je pense qu'il y a aussi un point qu'évoquait Nolwenn tout à l'heure qui est absolument fondamental. C'est tout ça, c'est sympa, mais il faut que ce soit éprouvé cliniquement. Parce que clairement, ce qu'on veut, c'est certes, ça vient de la gamification, mais c'est des dispositifs médicaux qui viennent s'inscrire dans un parcours de soins avec une efficacité thérapeutique. Et exactement comme les petits doudous ont pu le faire avec leur étude, depuis le début de l'aventure, on a cette approche de recherche clinique. Donc aujourd'hui, il y a plus d'une douzaine d'études qui ont été présentées, publiées à différents congrès, comme la SFAR l'évoquait tout à l'heure à Nolwenn, qui démontrent l'efficacité clinique d'HypnoVR, à la fois sur des consommations de médicaments, sur des durées de séjour, et puis aussi sur des indicateurs un peu plus soft, comme la mesure de l'anxiété et de la douleur. Euh, Toujours en s'appuyant sur les techniques de gaming. Demain, l'avenir, c'est quoi? C'est évidemment d'être de plus en plus interactif et ça va permettre aux patients d'interagir dans leurs expériences, mais aussi aux praticiens, d'adapter leurs gestes et d'adapter le logiciel en fonction à la fois des paramètres physiologiques du patient et puis aussi du geste. Donc typiquement, aujourd'hui déjà, quand un chirurgien va faire une incision, il a la capacité d'introduire des éléments de confusion supplémentaires dans l'expérience pour renforcer l'immersion et la dissociation. Peut-être pour terminer, pour vous donner une idée de l'ampleur que ça a pris depuis maintenant 2 ans, HypnoVR est présent dans près de 200 établissements de santé, aussi bien des cliniques privées que des cliniques que des hôpitaux publics, et dans des spectres d'indications qui sont extrêmement larges, aussi bien dans le domaine du bloc opératoire que dans des domaines connexes où il y a de la douleur et de l'anxiété et pas forcément d'anesthésistes présents. Et ça, je crois que c'est un des enjeux, je terminerai là-dessus, et je pense qu'on le partage tous, c'est à un moment, ces techniques-là, elles ne sont intéressantes que si elles sont accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire que si c'est réservé à des happy few, franchement, on passe à côté d'un enjeu majeur qui est encore une fois celui d'améliorer l'efficacité thérapeutique des traitements des patients, d'améliorer leur confort, d'améliorer leur sécurité. Et chez HypnoVR, c'est ce qui nous motive au quotidien. Merci Nicolas. Ouais. En plus, c'est intéressant parce qu'on a vu des images. J'allais te couper à un moment donné pour dire je voudrais bien voir ce qui se passe dans un casque. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, justement, juste une question. Les images, donc c'est vrai, on a des paysages, on a plutôt un environnement un peu féerique. Il y a le son, on l'entendait un petit peu moins. Il y a le son aussi qui intervient, j'imagine, aussi dans le casque VR. Et c'est l'ensemble des deux qui est-ce que seulement l'image ou seulement le son? Parce que déjà, on sait que le son peut déjà diminuer l'anxiété. Ouais. L'image aussi. Donc, les deux permettent vraiment d'accentuer. Alors, c'est sûr que, notamment dans la bibliographie, on montre qu'en fait, le potentiel est bien supérieur quand on associe l'image et le son. Ouais, d'accord. Je pense que ce qui est intéressant aussi, et je vais raconter une petite anecdote là-dessus, au début, quand on a commencé le projet, on a commencé à le présenter aussi à des gens qui étaient formés à l'hypnose, avec un peu d'appréhension en toute transparence, parce que moi je m'imaginais que les gens allaient nous dire ah, mais comment ça, vous voulez me remplacer par une machine, c'est hors de question, c'est pas possible. Et en fait, en s'immergeant dans l'expérience, souvent leur feedback c'était j'ai l'impression de m'entendre parler, d'une part, d'autre part, ils nous disaient bah en fait, moi, j'ai des patients qui sont plutôt visuels, d'autres qui sont plutôt auditifs. Et du coup, je peux avoir des patients qui ont du mal à se projeter d'un point de vue visuel. Et en ça, le casque permet véritablement de les aider. D'ailleurs, le dispositif a une option qui permet de couper la voix pour que des praticiens formés à l'hypnose puissent faire eux-mêmes l'accompagnement.
Et au début, pour raconter l'anecdote jusqu'au bout, on avait des gens qui nous disaient « Votre truc, c'est super. Par contre, j'ai pas du tout réussi à me laisser partir parce que je luttais pour garder les yeux ouverts. Je savais pas si j'avais le droit de fermer les yeux. » Et du coup, on a changé les textes de suggestion pour dire vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou pas. Mais c'est véritablement, comme vous le disiez Didier, de se dire bah, ok, il y a des gens qui sont plus focalisés sur l'image, d'autres qui sont plus focalisés par l'auditif. Et ce qui compte, c'est, je dirais, d'y trouver son compte et d'avoir le maximum de potentiel. D'accord, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Non, parce qu'il y a aussi des solutions de fauteuil. J'avais vu présenter ça une fois, où c'est un fauteuil où en général, on a l'impression pas de voler, mais d'être dans de l'air avec aussi des lunettes de réalité. Enfin bon, c'est beaucoup plus gros qu'un casque de réalité virtuelle. Hein. C'était un truc comme un lit, hein, donc c'était pas voilà. Ok, bah, je vous remercie infiniment tous les deux, Nonoa et Nicolas. On va laisser ouvert justement par la suite la session à toutes les questions qui vont être posées par le chat live de Santexpo. Donc je vous remercie à tous les deux et puis nous on reste tous les trois disponibles pour l'ensemble des questions qui normalement devraient apparaître d'ici quelques instants. Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir assisté à cette live. Donc, j'attends un petit peu les questions. Moi, j'ai déjà une question pour Nicolas, pour HypnoVR. C'était juste le côté un petit peu technique, parce que bon, ça m'intéresse aussi. Sur le plan côté technique, au niveau des lunettes, est-ce que ça a été compliqué à mettre au point et je poserai une question bien précise, à mettre au point avec les facilités des industriels. Parce qu'il y a plusieurs marques, il y a plusieurs solutions, ce n'est pas évident. Est-ce que tu as eu des difficultés là-dessus? Alors, merci beaucoup pour la question, et puis ravi de rejoindre cette session de Q&A avec toi, Didier, et puis Nolwenn. Alors, par rapport aux lunettes, il y a un point qui est très important et qui en fait rejoint la complexité, c'est que depuis le début de l'aventure HypnoVR, on a vraiment voulu faire en sorte que le logiciel soit accessible au plus grand nombre. Et en fait, quand on dit accessible au plus grand nombre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel il soit totalement indépendant de la plateforme matérielle qui est choisie par l'établissement de santé ou par le praticien. Pourquoi ça c'était important? Parce qu'en fait, même si on était, quand on a démarré l'aventure, au démarrage de la réalité virtuelle, il y a quand même de plus en plus de services de réalité virtuelle thérapeutique qui se développent, aussi bien dans la formation que dans la simulation, que dans le soin comme nous. Et puis, évidemment, il y a plusieurs acteurs et donc il n'y avait pas de raison que tous les établissements choisissent le même matériel. Donc, je dirais la complexité principale sur laquelle on a travaillé, c'est véritablement faire en sorte que quel que soit le matériel qui est choisi par l'établissement de soins, le logiciel reste accessible et soit finalement pas dépendant de la plateforme matérielle. Donc ça, c'est une des vraies complexités et un des vrais avantages d'HypnoVR dans sa mise en œuvre et dans la facilité de mise en œuvre. Le deuxième challenge, c'est de constamment faire évoluer le logiciel pour prendre en compte l'évolution du matériel. Quand on a démarré l'aventure il y a 5 ans, c'était des matériels avec des gros ordinateurs de gamers, des casques qui étaient reliés par des fils, il fallait des capteurs de position. Aujourd'hui, tout ça c'est très largement miniaturisé. On est sur des casques qui sont totalement autonomes. Et bien sûr, en fonction des différents types de casques, il faut que le logiciel s'adapte pour être à la fois très performant et puis aussi utiliser au maximum les capacités véritablement technologiques de chacun des casques. Donc ça, je dirais, c'est les deux complexités majeures, c'est faire en sorte que le logiciel fonctionne sur le plus grand nombre de casques possible pour ne pas être dépendant d'un matériel. Et l'enjeu, c'est véritablement que ce logiciel-là, il soit conçu pour exploiter au maximum les capacités de chacune des plateformes matérielles.
Merci Nicolas. Eh ben, je regarde, il y a des questions là qui arrivent. Alors, par ordre, il y a une question de Fabien pour Nolwenn. Bonne question. Merci pour ce temps ensemble là. C'est vraiment intéressant et d'entendre aussi toute la vision d'HypnoVR sur le matériel. C'est une bonne question, surtout au bloc opératoire ou dans nos environnements. C'est pas simple de trimballer des fils et d'en rajouter. Donc, ouais, c'est intéressant comme sujet. Comme ça, je parle de la première question. Mais un jeu, en fait, je pense que c'est une constatation aussi de voir que mes enfants écoutaient plus parfois les tablettes que ce que moi, je pouvais leur expliquer. Et finalement, d'utiliser un jeu comme vecteur d'information. Voilà, on voit bien comment ils peuvent être accros et réceptifs. Et finalement, c'était sûrement l'idée de départ de se dire on va utiliser un jeu qui va parler d'anesthésie, qui va les accompagner, qui va les rendre acteurs. Et pour tout vraiment dire, c'est qu'on pensait que ce jeu existait. Et on s'est dit, on va juste financer des tablettes et puis on cherchera à mettre la bonne application. Le problème, c'est qu'on n'avait pas trouvé ce jeu adapté. C'est ce qui nous a motivés pour essayer de créer un jeu vidéo. Donc moi, évidemment, je ne sais toujours pas faire de jeux vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, on est allé chercher des gens qui savaient faire et qui nous ont aidés à le réaliser. Donc voilà la raison de ce jeu qui finalement n'est pas qu'un jeu, mais devenu un outil de soin au final. Donc c'était un bon vecteur pour améliorer le soin en utilisant le jeu. D'accord, merci Nolwenn. On va, parce qu'il y a des questions, il y a pas mal de questions. Alors, oui, il y a une question de Sophie qui remercie pour la présentation. Et en gros, pour la solution HypnoVR, donc là, c'est plus pour Nicolas. Est-ce que ça a été facile, entre guillemets, de pousser au sein des praticiens? Je comprends un peu ce qu'elle veut dire. Est-ce que cette solution a été bien appréhendée, bien perçue par les praticiens? Et on sait bien qu'avec les praticiens, c'est un petit peu plus compliqué. Je me permets, étant praticien moi-même. Alors, c'est sûr que c'est une des questions qu'on s'est posé dès le départ en fait, de l'aventure, et plus particulièrement pour le coup moi, parce que dans les trois fondateurs d'HypnoVR, donc il y a le docteur Graff et le docteur Chauvin qui sont tous les deux anesthésistes et hypnopraticiens. Moi, pour le coup, avant de les rencontrer et de démarrer l'aventure HypnoVR, je venais beaucoup plus du monde de la technologie, et c'est quasiment une des premières questions que je leur ai posées. C'est voilà, est-ce que cette technologie elle va être facilement adoptée par les praticiens? Je pense que, alors pour le coup, la réponse aujourd'hui, elle est très simple et elle est sans équivoque. C'est oui, l'adoption est facile et on n'a jamais un praticien qui nous dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc que vous amenez soit dans mon hôpital, dans mon service, dans mon bloc opératoire. Il y a ça, je pense, deux raisons principales. La première raison, c'est on va donner un peu de crédit aux fabricants des matériels de réalité virtuelle qui ont fait un bon job en termes de marketing et qui, du coup, ont permis au grand public, par le biais du jeu et du divertissement, voilà, on parle aussi dans cette session de gamification à l'hôpital. Je pense que c'est aussi un des liens, c'est avant tout un matériel qui est utilisé pour du jeu. Et du coup, les fabricants de matériel, ils ont fait un excellent travail en termes de marketing, d'évangélisation pour que finalement, le grand public sache de quoi on parle quand on parle de réalité virtuelle et puis voir les casques à la Fnac, chez Darty ou chez d'autres distributeurs et puisse véritablement démystifier le côté complexe. Ça, c'est le premier élément qui fait qu'aujourd'hui, globalement, on n'a pas de problème majeur sur l'adoption de la technologie. La deuxième raison aussi pour laquelle je pense qu'on est aujourd'hui à une adoption qui est relativement aisée et rapide, ça tient pour le coup plus à ce qu'on a fait chez HypnoVR. Et quand on a démarré l'aventure avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, ils m'ont dit tous les deux, ils m'ont dit « Nicolas, tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut que ce soit super simple à utiliser parce que sinon, ça va rester un gadget dans un placard. » Et très concrètement, ce n'était pas du tout ce qu'on avait envie ni de faire, ni de mettre à disposition des praticiens et des soignants. Donc en fait, dès le début, on a eu une approche dans le développement du logiciel, mais surtout du logiciel et du matériel, puisque ça passait par du logiciel et du matériel, une approche de développement qui est ce qu'on appelle typiquement en buzzword du user-centric design, c'est-à-dire qu'on a développé le logiciel et le matériel HypnoVR en systématiquement obtenant les retours d'un certain nombre de praticiens.
Donc en fait, dès le début, dès le premier prototype, très vite, on a mis les prototypes dans les mains de praticiens. On est allé les observer, parce que au final, même si moi je venais pas du monde de la santé, je me voyais mal développer un produit sans avoir jamais mis un casque de réalité virtuelle sur la tête d'un patient, avec un médecin bien sûr à côté. Et donc dès le début, on a eu cette démarche extrêmement collaborative d'écoute pour voir comment les patients acceptaient le casque de réalité virtuelle, comment il a été utilisé par les praticiens, quelles étaient les contraintes et du coup comment on pouvait faciliter l'intégration entre le logiciel et le matériel pour aujourd'hui finalement aboutir à quelque chose qui est facilement adopté, et pour une raison assez simple, c'est qu'un praticien qui veut utiliser HypnoVR, il allume son casque de réalité virtuelle, en moins d'une minute, le casque est opérationnel, il peut démarrer ses séances d'hypnose médicale. Il a besoin de rien faire, tout se passe tout seul, il n'a pas besoin de cliquer sur 36 000 trucs à droite et à gauche. Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine et sur lequel d'ailleurs on continue à évoluer. Ok. Alors, il y a pas mal de questions, hein. Je vais les regrouper en même temps, ce sera peut-être plus simple. Alors, pour justement, on va associer plusieurs questions. Là, je vois, il y a Pia, Valérie, pour justement tout ce qui est petit doudou. Il y a une question justement, en gros, alors, il y a une question globale. Est-ce que ces outils sont identifiés dans le plan d'amélioration de la qualité de l'établissement? Ça, c'est intéressant et je vais laisser Nolwenn répondre parce que je pense que ça rentre dans la certification hospitalière probablement et directement, indirectement. Mais c'est surtout qui paye ces outils et dans quel budget entre-t-il et quel coût aussi représente-t-il? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la notion, on n'a pas parlé un petit peu. Et toujours pour les petits doudous, les petits doudous pourraient servir aux adultes aussi, point d'interrogation. Bon, pourquoi pas. Et comment faites-vous pour le déployer partout? Donc, ça rejoint un petit peu ces deux questions. Après, je reviendrai avec Nicolas. Oui, c'est intéressant ces questions pour se déployer. Et puis ça reboucle un petit peu aussi avec les questions comme quoi la gamification, c'est global. Nous, en fait, on ne fait aujourd'hui que répondre à des soignants qui ont envie de s'investir et de faire autrement ou de mettre en place des actions simplement. Donc là, nous, on ne fait pas du tout de publicité ou pas. On est plus à courir un petit peu derrière pour aider les soignants à créer ce système des petits doudous, c'est-à-dire une association. Ça, c'est assez simple, hein, loi 1900 en France, ça va vite. Et puis, de mettre en place du recyclage, ce qui permet d'être éco-responsable, mais aussi d'avoir une petite source de financement, puisque voilà, le financement, c'est un très bon sujet dans les hôpitaux. Et après, nous, les actions qu'on a réalisées, le jeu vidéo, c'est toi, on l'a créé avec du mécénat. On avait un petit peu eu des prix pour un peu de financement pour payer le designer notamment. Et en fait, il est fait. Donc aujourd'hui, on le donne gratuitement, on le diffuse aux soignants qui sont engagés parce que c'est pas si simple que ça d'utiliser des nouvelles technologies. Il faut quand même qu'il y ait un terreau favorable et qu'il y ait des gens qui ont envie. Voilà, quand on parle des casques HypnoVR, c'est des praticiens qui s'interrogent et qui ont envie. Et c'est vrai, je rejoins là tout à fait Nicolas, plus c'est simple, plus ça va être facile à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui se passe et c'est pour ça que ça diffuse. Et il y a une vraie volonté puisque nous, on est passé depuis 2014 de une asso à 88 aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a une vraie volonté de soignants à mettre des outils différents en place. Donc ça, c'est vraiment comme ça. Pour les adultes, oui, et il y a des hôpitaux enfants et pas que. Hein. Moi, je travaille effectivement dans l'hôpital femmes-enfants, mais il y a les petits doudous de Mayenne, par exemple, ils font de la chirurgie générale. Il y a des adultes et des enfants. Et donc, ils font aussi bénéficier aux adultes parfois les actions. Nous, on a bien vu. Moi, j'ai une dame une fois qui m'a dit moi, je ne suis pas une enfant, mais j'aimerais bien avoir une tablette pour jouer aussi et m'occuper sur ce parcours opératoire. Donc, il y a vraiment toutes ces petites choses qui se mettent en place. On n'a pas dédié de solutions pour les adultes, mais parfois on y réfléchit parce qu'on a souvent cette question. Donc c'est quand même un bon sujet. Et puis après, ce qui est… devant modéré, Oui. devant modéré, je crois qu'on a bientôt fini, donc je vais être obligé de conclure. Il y a encore des questions. Après, bon, les gens peuvent rentrer en contact avec nous. Je pense qu'on est tous visibles, hein, il n'y a pas de problème. Merci Nolwenn pour les petits doudous et Nicolas pour HypnoVR, hein, pour la gamification. Merci au Club Digital. Merci à Santexpo toujours de nous faire confiance aussi pour ces petits forums et de réunions.
Écoutez, je vous remercie et puis n'hésitez pas à rester en contact avec les intervenants si vous avez d'autres questions, vu que vraiment c'est vraiment extrêmement intéressant et ça apporte beaucoup aux patients. Merci Didier, merci Nolwenn, à bientôt. Merci, À à bientôt. bientôt. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.